Glaucus and Scylla. Tournon a peint ce tableau à la fin de sa vie. Le principal personnage est le soleil dont les rayons colorent l'ensemble du tableau. On sait que jusqu'à la dernière minute, même de la salle d'exposition, avant de présenter un tableau, il rajoutait une dernière touche de couleur, souvent son sel fermé. Dans ces derniers tableaux, les formes se dissolvent, comme celle des rochers sur ce tableau. La couleur est le point de départ et les détails sont introduits dans la dernière phase. On voit bien dans plusieurs parties, l'extrémité gauche et tout le bas, que la peinture non diluée est appliquée en impasto, un empattement crémeux et épais, souvent avec les doigts ou le manche de pinceau dont on retrouve la trace. Tournon mélange la peinture sur la toile pour obtenir sa couleur. Et cela le rapproche de Van Gogh plus que des impressionnistes. Le geste est présent et visible dans une performance dramatique. On retrouve dans la silhouette de la nef une influence possible de la croix dont Tournon un peu voir le Sardanapale. Tournon aurait dit: Dieu c'est le soleil. Ici le soleil c'est en effet lui qui crée toute la beauté. Les couleurs splendides, les ombres, mais c'est aussi lui qui va créer la mort de la Scylla. Est-ce le regard final de Tournon sur son modèle préféré qui engendre la splendeur, mais qui peut aussi détruire? Turner, Glaucus and Scylla. Ce tableau, restitué par le musée Kimbell de Fort Worth à notre famille, musée qu'il avait acquis bien après la spoliation organisée par le commissariat aux questions juives à Nice en 1943, ce tableau occupe une place particulière dans le souvenir de notre famille. A painter's painting, comme souvent ceux de leur collection. On sait qu'il représente le moment où la nymphe Scylla, prenant le soleil au bord du détroit de Messine, selon Ovide, est avertie par le monstre Glaucus, amoureux et conduit de la nymphe, que Circé, prenant la forme du soleil, son père, va la réduire en cendres, mais qu'elle pourrait être sauvée si elle le rejoignait dans la mer. Glaucus, en effet, a été doté par les dieux du don de prophétie. Mais Scylla, qui le méprise, ne l'écoutera pas et mourra dans quelques instants. Mon grand-père avait pu visiter l'Allemagne du Troisième Reich en 1936 et il était revenu en prévenant sa famille des graves dangers qui menaçaient les Juifs si les nazis envahissaient la France. Mais beaucoup n'y crurent pas et 3 membres de la famille furent assassinés à Auschwitz. Et pour nous, ce paysage méditerranéen dépeint dans le tableau évoque le Nice des années 40. Les Juifs français et réfugiés se croyaient en sécurité pendant l'occupation italienne. Au moment où Alois Brunner, le SS, qui avait commandé le camp de Drancy, s'approchait de Nice, la résistance chercha à prévenir les Juifs restant à Nice pour qu'ils fuient dans les montagnes. Mais un grand nombre, comme la famille Klarsfeld, celle de Simone Jacob, amie d'enfance de mes cousines, la future Simone Veil, partirent vers la destruction. Le paradis niçois faisait place à l'enfer.
Ce tableau, je le sais, a été volé puis emporté au musée Adolf Hitler de Linz, ce qui devait être le centre de la culture de la race aryenne dite supérieure, avec son théâtre, son cinéma, son opéra, sa bibliothèque. Comme le dit John Ford dans le film Les Fabelmans, un bon tableau ne doit pas avoir une ligne d'horizon trop haute. Chez Guardi, elle est souvent basse car c'est le ciel qui l'intéresse toujours. Bien qu'un grand palais domine la bordure des bâtiments au bord du canal, palais appartenant aux commanditaires de tableaux, c'est bien le ciel qui envahit la toile. Un ciel avec les accents blancs des nuages, ciel au ton argenté comme tout le tableau, parfois enrichi de rose que Guardi préparait avec du violet pour le crépi des murs de briques au soleil du matin. Là aussi un petit pont de murs de couleur comme chez Vermeer. La lumière tremblante glisse sur les surfaces des architectures construites à partir de blocs aux couleurs translucides, décrites rapidement mais dans leur moindre détail. Guardi peignait ses vedettes sur le motif en 3 jours selon les témoins, d'où la qualité atmosphérique du tableau. Au centre du tableau, un grand bateau très bas sur l'eau, venant du canal voisin. Il apporte de la mer des marchandises pour les barques plus petites qui les distribueront dans Venise. Les gestes des marins sont représentés avec la précision du familier. Ce tableau, on le sent bien, n'a pas été fait comme les autres pour un touriste anglais, mais pour un habitant du quartier que Guardi aimait. Francesco Guardi, Le Grand Canal. Ce tableau était probablement l'un des préférés de mon arrière-grand-tante Anna Jaffé. Elle adorait les paysages d'eau, elle adorait Venise et la lumière de la Méditerranée. Ce tableau nous a posé des questions, mais il nous a aidés à mieux comprendre le goût du couple Jaffé auquel il appartenait, jusqu'à ce qu'il soit emmené au musée Hitler de Linz par les nazis. D'abord, pourquoi le Guardi, le quartier natal du peintre, et où l'on sent sa tendresse, et non l'un des majestueux paysages du Grand Canal souvent demandés par les touristes? Pourquoi se retrouve-t-il au musée de Linz en 1943? Sans doute parce que tout le Grand Canal proche du lieu de la mort de Wagner était cher au Führer. Mais une autre question se pose. Pourquoi John Jaffé appelle-t-il ce tableau dans son testament la Giudecca, alors qu'il n'a rien à voir avec cette île, qui est au sud de Venise? Après avoir comparé palais et église de la Giudecca avec le tableau, et vu qu'ils n'avaient rien de commun, nous avons réfléchi au lieu que représente Guardi, le confluent des 2 canaux, celui du Grand Canal et de Cannaregio, est très proche du ghetto que les Jaffé connaissaient, et Giudecca est une fausse étymologie de quartier juif. Il nous semble maintenant que ce tableau fut choisi et aimé, outre sa grande beauté, parce qu'il montre le lieu de contact entre la Venise juive délivrée de son carcan au XVIIIe siècle et la Venise goy aristocratique des palais. Une Venise d'harmonie, une image idéale pour des gens qui vivaient au temps de l'affaire Dreyfus.